parfaitement dans les temps. Nous allons reprendre notre séance habituelle, comme je viens de le dire, consacrée aux effets du changement climatique sur la santé. Et je cède la parole à Vanessa Costanzo. Alors, si vous êtes allergique au pollen, eh bien, au-delà d'avoir eu la sensation que vous deviez vous chatouiller le nez pendant la conférence précédente, eh bien, vous avez probablement constaté également des différences au cours des dernières années. Et en plus de modifier le moment et l'amplitude de la libération des pollens, le changement climatique permet à certaines espèces de s'implanter. Il y a aussi un impact sur la réponse immunitaire et la susceptibilité aux infections. C'est ce que va détailler le professeur Olivier Michel. Monsieur le Président, vous allez nous présenter cet orateur. Merci beaucoup. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur de présenter le professeur Olivier Michel, le premier orateur de cette séance, qui est docteur en médecine de l'ULB en 1980, agrégé d'enseignement supérieur en 1991, spécialiste en pneumologie et allergologie. Il est professeur ordinaire honoraire de l'ULB, ancien chef de service de médecine interne du CHU Bruckmann. Il est ancien président de l'AMUP également et auteur et co-auteur de plus de 200 publications, dont un certain nombre d'entre elles, au premier auteur, ont été citées de très nombreuses fois. Actuellement, donc, il est professeur à l'université de l'ULB, il est président du certificat d'université en immunoallergologie. Il est également, depuis 2011, été coordinateur de plusieurs projets de coopération interuniversitaire, notamment au Vietnam, financés par l'ARES. Il a été également co-directeur de plusieurs thèses, président de plusieurs jurys. Il est actuellement également consultant à l'hôpital Delta Chirac. Je vous cède la parole et le titre de son exposé sera « Les allergies, un miroir du réchauffement climatique ». Monsieur Michel, je vous cède la parole. Monsieur le Président, le secrétaire perpétuel, chers collègues, le réchauffement climatique est aujourd'hui unanimement admis. Les maladies allergiques évoluent rapidement dans le monde depuis la deuxième partie du XXe siècle. Leur prévalence ne cesse d'augmenter et cette augmentation s'est accélérée depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire depuis le début des années 2000. Et donc il est possible que l'épidémie des allergies auxquelles on assiste soit un reflet du réchauffement climatique. C'est ce que nous allons essayer d'analyser. Comme vous le voyez sur cette première dia, le réchauffement climatique s'est accéléré à partir des années 2000 pour atteindre une augmentation moyenne au niveau mondial d'environ 1 degré aujourd'hui. Et si aucune mesure n'est prise, cette augmentation sera estimée à 5 degrés à la fin de ce siècle. L'augmentation de la température planétaire est la conséquence de l'émission de gaz à effet de serre qui sont eux-mêmes produits par des combustibles fossiles, principalement les dérivés du pétrole, le gaz et le charbon, dont vous voyez que la production n'a cessé d'augmenter et s'est accélérée au cours des 20 ou 30 dernières années, même si parallèlement à l'utilisation de ces sources d'énergie, de nouvelles sources d'énergie ont été développées, ce qu'on appelle les énergies renouvelables, qui sont en vert sur la dia que vous voyez présentée ici, mais qui restent une part mineure des sources d'énergie aujourd'hui. Alors les carburants fossiles, donc les dérivés du pétrole, le gaz et le charbon, produisent des gaz à effet de serre, principalement le CO2. Mais à côté de ce gaz à effet de serre, il y a également un autre gaz, qui est le méthane, le CH4, et qui, lui, est produit par l'agriculture intensive, et en particulier l'élevage du bétail. Donc les sources des gaz à effet de serre sont principalement l'industrie, les transports, les habitations domestiques et, pour le méthane, l'agriculture. Ces gaz à effet de serre vont être à l'origine de l'augmentation de la température globale au niveau planétaire. Et cette augmentation de température va avoir des conséquences climatiques majeures. Par exemple, des ouragans, des feux de forêt, qui vont être à l'origine de dégâts au niveau de l'habitat, et ce au niveau mondial.
Et également, au niveau des immeubles, cette augmentation de la température va imposer des systèmes de refroidissement de ces immeubles et donc de consommation énergétique supplémentaire. L'ensemble de ces conséquences va avoir pour résultat une augmentation des différents facteurs qui définissent la pollution de l'air au niveau mondial. Alors, les différents polluants, conséquence de l'augmentation de la température planétaire, vont entrer en contact avec les surfaces exposées de l'organisme et en particulier avec la muqueuse respiratoire. Et à ce niveau, ces différents polluants vont avoir comme effet d'endommager la barrière épithéliale qui assure une protection de l'organisme par rapport aux agresseurs extérieurs. Ces dégâts de l'épithélium vont entraîner la possibilité pour ces différents polluants de passer à travers la barrière épithéliale et de rejoindre les tissus, en particulier la sous-muqueuse, où ils pourront induire des mécanismes inflammatoires, comme par exemple une inflammation qu'on appelle de type 2, qui va induire l'intervention des éosinophiles principalement, et qui se fera sous l'égide des cytokines TH2, c'est-à-dire principalement l'IL4, l'IL5, l'IL13. Et puis, au niveau de la muqueuse, d'autres mécanismes vont être activés, comme la production d'espèces oxygénées, qui vont également participer à l'inflammation de la muqueuse bronchique. Alors, ces mécanismes auront des conséquences cliniques, bien entendu, au niveau respiratoire. On va assister à une perte de fonction de l'épithélium et donc à une susceptibilité aux infections, mais également les diverses cytokines que je vous ai rappelées qui sont impliquées vont induire des mécanismes ou un risque de sensibilisation allergique, IgE-médiée. Les diverses cytokines vont également passer au niveau systémique et être responsables des maladies vasculaires. Et puis, certains effets de ces polluants, on verra ça à la fin de cet exposé, peuvent avoir des répercussions au niveau de l'épigénétique, donc des capacités de méthylation de certains gènes. Alors, le réchauffement climatique induit la formation de séries de polluants qui va avoir des effets sur ce qu'on appelle les bioparticules. Les bioparticules sont principalement les spores de moisissure et les pollens. Ces bioparticules sont composées de protéines qui ont des fonctions enzymatiques, d'agents ou de molécules qui sont des dérivés de l'acide arachidonique et donc qui ont des effets pro-inflammatoires. Et certaines de ces protéines ont également des propriétés allergéniques chez les personnes sensibilisées, c'est-à-dire à risque atopique. Ces différentes caractéristiques des protéines des bioparticules des spores et des pollens auront pour conséquence une altération de la muqueuse épithéliale, je l'ai déjà dit, mais également vont induire des mécanismes de sensibilisation IgE-médiés par l'intermédiaire des cellules présentatrices et des lymphocytes T dont le phénotype va se différencier en phénotype à risque d'exprimer des IgE. Et comme vous voyez sur cette dia, les autres éléments caractérisant la pollution atmosphérique vont eux-mêmes avoir une action directe sur les bioparticules, mais également sur les protéines allergisantes elles-mêmes dont la structure va se modifier au contact de ces polluants. Alors, est-ce que cet exposé finalement assez théorique repose sur des données tangibles? Et la première chose que nous allons faire, c'est de regarder si la pollution atmosphérique résultant de l'augmentation de la température planétaire est associée à des modifications saisonnières des bioparticules, en particulier des pollens. Voilà une étude qui a été citée il y a quelques minutes, qui a investigué la pollinisation à travers le monde grâce à 17 stations réparties dans le monde. Et ce que vous voyez, c'est pour Bruxelles, qui est là en rouge, les colonnes correspondent en fait aux modifications de saison.
Et si vous regardez la troisième colonne, il y a un chiffre qui est 0,78. Ce chiffre correspond à l'augmentation, à l'élargissement de la durée de la saison des pollens de graminées. Et donc 0,78 signifie que chaque année, la saison des graminées augmente de quasi un jour. Cela signifie qu'en 20 ans, depuis le début du siècle, la saison des graminées a augmenté de 20 jours, ce qui est non négligeable. Et puis ce que vous voyez sur la partie de droite, c'est que cette augmentation de la durée de la saison est directement associée au nombre de jours sans gelée. Et donc c'est évidemment un indice qui associe les modifications climatiques avec les modifications de pollinisation. Alors à Bruxelles, voilà ici le comptage des pollens de graminées en 2022 et 2023 en rouge et en bleu, comparé au comptage moyen des 10 années précédentes que vous voyez en gris. Et ce que vous constatez, c'est que les 2 dernières années, la pollinisation a débuté beaucoup plus tôt qu'au cours des 10 années précédentes et s'est terminée beaucoup plus tard, et qu'en plus l'amplitude de pollinisation a été largement augmentée au cours de ces 2 dernières années à Bruxelles. Alors, en plus, à côté de cette augmentation de la durée des saisons, de l'augmentation de l'amplitude de la pollinisation, certaines plantes vont s'implanter du sud des régions méridionales vers les régions septentrionales, et c'est par exemple le cas de l'ambroisie et de l'olivier, qui vont progressivement remonter vers le nord. Et ceci a pu être montré par exemple dans une série d'études dont les références sont reprises ici. Et pour l'ambroisie, on a pu démontrer effectivement que ces plantes ont un effet de migration sud-nord et donc sont susceptibles de provoquer des nouvelles sensibilisations. Il faut se rappeler que l'ambroisie est un des pollens responsables d'allergies sévères aux États-Unis, donc en Amérique du Nord et en Europe méridionale, mais pas encore chez nous. Et puis par ailleurs, l'ensemble de ces études confirme pour plusieurs pollens une pollinisation précoce et une tendance à l'augmentation de la production de pollen, et ce tant pour l'ambroisie que pour les pollens de bouleau, de graminées, mais aussi pour les autres bioparticules qui sont les spores. Et donc les spores de moisissure, c'est principalement l'alternaria, l'aspergillus, le cladosporium et le pénicillium. Ce sont les 4 spores qui sont les principaux responsables de maladies allergiques respiratoires. Alors qu'en est-il en Belgique? Eh bien, clairement, l'ambroisie, vous voyez ici une photo, comme ça vous pouvez reconnaître dans votre jardin à quoi correspond l'ambroisie. Il existe maintenant un observatoire wallon de surveillance des ambroisies et qui effectue des comptages de plantes au cours des années depuis 3 ans, 4 ans. Et vous voyez que le nombre de plantes augmente très rapidement depuis 2020. Qu'en est-il au niveau des pollens? On n'a pas encore de données, mais on peut prédire que très prochainement, dans l'année ou les 2 années qui vont venir, on va assister à une pollinisation mesurable à Bruxelles. Selon mes informations, les tout premiers pollens d'ambroisie étaient déjà détectables ici à Bruxelles l'année dernière. Et donc on peut s'attendre à avoir maintenant une nouvelle épidémie de sensibilisation aux pollens d'ambroisie, vu leur apparition que l'on peut prédire massive dans notre pays. Et puis à côté de ces modifications saisonnières et de pollinisation, il y a également un effet de la pollution sur l'allergénicité elle-même des pollens. Et donc il faut se rappeler que les pollens sont capables de libérer des allergènes qui appartiennent à 3 grandes familles: les protéines de stockage, les protéines structurelles et les protéines de défense. Les protéines de défense sont reprises sur le vocable PR. PR, ça veut dire Pathogen Related Protein. Et donc parmi ces protéines, il y en a 17 familles décrites. Il y a les PR10 et les PR14. Les PR10 sont les allergènes principaux des bétulacées, c'est-à-dire des pollens d'aunes, de noisetiers et de bouleaux, qui sont responsables de plus d'1 million d'allergies, de patients allergiques en Belgique. Ces protéines sont donc capables d'induire une réponse IgE spécifique et vont être, puisqu'elles sont des protéines de défense, exprimées en réponse à des agressions, et en particulier à des agressions qui caractérisent la pollution,
comme le CO2, les oxydes d'azote et les microparticules, dont on a pu démontrer qu'elles augmentent l'expression des protéines de défense, et en particulier des PR, et par ce biais, elles facilitent la sensibilisation IgE médiée. Et voici ici des données mesurables d'une étude qui a mesuré les concentrations en allergènes majeurs de l'ambroisie, du bouleau, il s'agit du BEC-V1, et des graminées, et ce, en fonction de l'exposition à des polluants de l'atmosphère, comme l'ozone et les oxydes d'azote. Et vous voyez qu'il existe que ces différents polluants sont effectivement des facteurs de risque d'augmenter l'expression des protéines liées aux agressions, protéines allergisantes. Alors ceci a pu être montré de façon plus fine dans une étude dont vous voyez ici la référence. Et donc il s'agit de nouveau de stations de mesure et de captation des pollens. Et donc les auteurs ont simplement mesuré la concentration en allergènes majeurs du pollen de bouleau par gramme de pollen en fonction des concentrations en ozone caractérisant la station de prélèvement. Et vous voyez qu'il existe une relation linéaire entre l'expression des protéines majeures du bouleau et les concentrations en ozone dans l'air caractérisant les stations de prélèvement. Les auteurs ont complété cet effet par une mesure in vivo. Ils ont en fait comparé la réponse cutanée aux extraits polliniques de pollen de bouleau prélevés dans ces différentes stations chez des patients allergiques au bouleau, et ils ont réalisé des tests cutanés qui sont mesurés par l'œdème qu'induit l'injection épicutanée de ces pollens. Et ce qu'ils ont vu, c'est que la réactivité cutanée est supérieure pour des extraits donnés lorsque ces extraits proviennent de stations exposées à des concentrations importantes en ozone, comparées à des stations qui sont caractérisées par des concentrations en ozone plus basses. Donc cet effet est également mesurable in vivo. Et puis il n'y a pas que les saisons polléniques, l'allergénicité qui est modifiée, mais également, en raison du réchauffement climatique, des événements climatiques à l'échelle mondiale. Et par exemple, voilà ici un exemple, c'est une tempête de sable qui s'est produite en 2021 dans le Sahara, qui est très peu habité, donc qui concerne peu de patients. Mais vous voyez que cette tempête de sable, pour des raisons climatiques, a pu traverser l'Atlantique. Donc d'abord, elle a couvert l'Afrique de l'Ouest, et puis elle a traversé l'Atlantique pour se retrouver une dizaine ou une quinzaine de jours plus tard dans les Caraïbes, zone extrêmement peuplée. Et donc ceci a été mesuré par la NASA. Et donc cette tempête de sable a la caractéristique de transporter non seulement de la silice, mais également des virus, des bactéries, des pollens qui se retrouvent finalement dispersés au niveau mondial et vont contaminer les régions extrêmement peuplées. D'autres événements climatiques jouent un rôle dans l'aggravation des maladies allergiques, et on sait par exemple qu'il existe un syndrome d'asthme aigu post-orage. Donc on a constaté des admissions aux urgences des hôpitaux occidentaux d'enfants avec des crises d'asthme succédant à des orages, en particulier en été. Quel est le mécanisme? En réalité, les pollens sont émis dans l'air, et dans les régions, dans l'atmosphère élevée, ces pollens sont gorgés d'eau et subissent l'exposition, on va dire, de l'électricité de ces orages. Et la résultante de cela, c'est d'avoir un éclatement des pollens, pour des raisons entre autres osmotiques, un éclatement en très fines particules dont le diamètre fait 2,5 micromètres, qui est exactement le bon diamètre pour qu'une particule puisse se retrouver au niveau des petites voies aériennes. Et donc on comprend que ces pollens qui à l'origine sont très gros, ils entrent difficilement dans les voies respiratoires, ils sont responsables de conjonctivite, mais pas tellement d'asthme. Lorsqu'ils sont effractés, lorsqu'ils sont dégradés, se retrouvent inhalables et donc vont provoquer des réactions asthmatiques. On a pu démontrer le même phénomène pour les spores de moisissure. Et puis, pour progressivement terminer cet exposé, toutes les populations ne sont pas égales devant le réchauffement climatique lui-même, il faut bien le dire,
et ses conséquences au niveau allergique, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On sait par exemple que l'exposition, elle est plus intense dans les populations pauvres, socialement ou socio-économiquement défavorisées, l'habitat est de moins bonne qualité, les protections n'existent pas. Et donc ces populations font partie des populations vulnérables aux allergies conséquentes du réchauffement climatique. Également la sensibilité, le risque de développer une allergie n'est pas la même pour tous. Il y a évidemment le facteur atopique, et le facteur génétique de prédisposition à l'allergie, mais des maladies sous-jacentes ou des états de santé sous-jacents déficients vont également favoriser une sensibilisation. On peut penser à la disparition des parasitoses, aux entéropathies, à d'autres maladies chroniques. Et enfin, les capacités d'adaptation d'une population au réchauffement climatique et à l'exposition au pollen, par exemple en utilisant des habitations avec filtration ou en adaptant d'autres moyens de protection, est également, je dirais, répartie de façon inégale à travers la planète. Enfin, on sait depuis peu que les facteurs de pollution qui sont ceux qui sont repris ici, la température, la malnutrition, les événements climatiques extrêmes et les précipitations, sont susceptibles d'avoir un impact sur l'épigénétique elle-même. Alors l'épigénétique, c'est finalement l'expression de gènes indépendants du code génétique lui-même et qui résulte de la méthylation de certains sites CPG de l'ADN. Et donc ces facteurs environnementaux résultant de l'augmentation de température peuvent modifier la génétique du sujet et le rendre plus sensible aux mécanismes de sensibilisation allergique. C'est ce qui est montré en détail sur cette slide, dont la référence est reprise ici, c'est un article qui est e-press. Et donc vous voyez que non seulement la méthylation de l'ADN est modifiée, mais également la capacité d'exprimer de l'ARN non codant et des modifications au niveau des cystones. Et ces différents effets épigénétiques vont avoir des répercussions aggravantes sur le risque de sensibilisation et sur l'expression des maladies allergiques. Pour conclure, le titre de cet exposé était un miroir, les allergies, un miroir de réchauffement climatique. C'est vrai que différents facteurs environnementaux sont associés à des risques de pathologies bien connues. Le mésothéliome se développe après 40 ans d'exposition à l'amiante. Le cancer du poumon ou des bronches se développe plus de 20 ans après l'exposition au tabac. Et les BPCO se développent également plus de 20 ans après l'exposition, alors que pour les allergies, on comprend que les maladies allergiques vont se développer, si pas en temps réel, en tous les cas, rapidement après les modifications environnementales liées au réchauffement de la planète. Et donc je pense qu'on peut conclure effectivement que les allergies sont un miroir de santé du réchauffement climatique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Michel, pour cette communication qui est ouverte aux questions. Avec le principe. Attendez qu'on vous passe le micro, bien parler dans le micro, est-ce que nous avons des personnes qui sont connectées et il faut qu'ils aient encore des questions pour comprendre les réponses. Merci Olivier de ce très bel exposé. Les bioparticules avant éclatement éventuel d'un orage ont quelle taille et est-ce qu'elles sont arrêtées par un masque type chirurgical? Alors elles sont grosses, elles ont plus de 20 micromètres et donc elles sont capables de se déposer sur les surfaces telles que la conjonctive, éventuellement le nez, mais beaucoup moins au niveau bronchique. Pour atteindre les bronches, une particule doit avoir ce qu'on appelle un diamètre aérodynamique médian, qui n'est pas tout à fait le diamètre arithmétique, doit avoir moins de 10 micromètres. Or ici elles ont plutôt 20. En revanche, si elles sont dégradées, par tous les mécanismes possibles, j'ai parlé des orages parce que c'est bien démontré, mais il y a d'autres, et puis même naturellement, les pollens vont se dégrader dans l'atmosphère et libérer des particules de moins de 10 micromètres qui seront alors susceptibles d'être ce qu'on appelle inhalables, c'est-à-dire de pénétrer dans les grosses bronches. Et puis certaines d'entre elles auront un diamètre de moins de 2,5, et c'est une définition, ces particules sont appelées respirables, parce qu'elles sont capables d'atteindre les voies respiratoires
qui assurent les échanges gazeux, c'est-à-dire les bronchioles et les alvéoles. Les masques, les blocs à partir de quelle taille? Alors les masques, en tout cas dans l'expérience clinique, les masques chirurgicaux n'ont pas d'effet protecteur clinique sur l'allergie au pollen. Sur l'asthme par exemple déclenché par le pollen, il existe des systèmes en fait qui ont été développés par des petites start-up, des petites sociétés qui sont des masques, des systèmes qu'on met au niveau du nez. Donc on se met une sorte de petit système en plastique dans le nez et qui vont filtrer de façon relativement efficace les pollens. Mais le masque chirurgical n'aura malheureusement pas d'effet clinique en tous les cas sur l'exposition au pollen. Merci pour votre exposé. Je m'intéresse au pollen et pour les allergies. Mais j'avais quand même une question. Vous regardez en fait la quantité de pollen en fonction du temps. Est-ce que vous regardez aussi, par exemple, je ne sais pas, l'indice de diversité? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, vous avez parlé d'une technique de référence. Est-ce que l'on travaille aussi avec la microscopie électronique, des méthodes moléculaires? C'est mes deux questions. Merci. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'aérobiologie des pollens, mais bien sûr, les stations s'intéressent aux pollens qui sont relevants sur le plan clinique, c'est-à-dire qui sont susceptibles d'induire des sensibilisations allergiques. Et donc, ce seront ces pollens-là sur lesquels vont se focaliser les stations. Je suis absolument certain, on a un expert ici dans la salle, que dans les années toutes proches qui vont venir, on va commencer à compter les pollens d'olivier, les pollens d'ambroisie, des pollens qui apparaissent maintenant chez nous et qui auront en tous les cas un impact clinique important. Autre question? Monsieur le secrétaire Ricueur. Merci pour ce bel exposé. J'avais une question parce qu'au fond, on a été longtemps sous l'idée qu'il n'y avait que l'hypothèse hygiéniste qui augmentait la fréquence des allergies dans la population industrialisée principalement. Et ma question était de me demander, étant donné qu'on voyait en fait sur les graphiques une courbe d'augmentation qu'on attribuait précisément à ce processus d'hypothèse hygiéniste, est-ce qu'on a soudainement une courbe qui en quelque sorte se surimplémente à la précédente, et si on a en quelque sorte une modification de cette courbe avec deux parties? Est-ce que c'est quelque chose qui est étudié ou qui est véritablement, qui permettrait aussi en quelque sorte d'expliquer ce réchauffement? Donc effectivement, les conséquences du réchauffement climatique sont une deuxième couche au niveau du risque de maladie allergique qui vient s'ajouter à l'hypothèse de l'hygiène qui avait été émise en 1989 par Strachan et qui était d'actualité, on va dire, jusqu'aux environs de l'an 2000. Depuis l'an 2000, on assiste à une augmentation des maladies allergiques, mais principalement liées aux allergènes des bioparticules, donc au pollen et sans doute aussi aux moisissures, et très particulièrement aux allergènes qui ont des épitopes communs avec le pollen. Et ça, il s'agit d'allergènes alimentaires. Et on voit aujourd'hui une vraie épidémie d'allergies alimentaires chez l'enfant. Principalement pour les allergènes non pas animaux, mais allergènes végétaux. Et donc c'est vraiment une nouvelle couche qui vient s'ajouter à l'hypothèse de l'hygiène et qui explique cette nouvelle, on va dire, épidémie particulière d'allergies au sein de la population, en particulier pédiatrique. Encore une question Une question à la salle. Merci Olivier pour cet exposé très enrichissant. Tu as parlé des protéines de défense, donc les PR. Est-ce qu'il y a des PR plus allergisants que d'autres et est-ce qu'on peut les détecter, je dirais, en pratique clinique courante avec des IgE spécifiques et éventuellement développer des sensibilisations plus spécifiques par rapport à ces PR? Ça, c'est une question. D'abord, la première partie, oui, il existe donc des moyens diagnostiques d'identifier les IgE spécifiques des allergènes recombinants qui appartiennent à la famille des PR. J'ai cité le BET-V1 parce que c'est l'allergène majeur du boulot. On peut doser aujourd'hui les IgE vis-à-vis de l'allergène BET-V1 et on peut doser d'autres allergènes provenant des boulots, sans doute moins importants, simplement par des techniques qu'on appelle d'immunocap,
qui sont développés par des firmes qui équipent les laboratoires aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle en fait l'approche moléculaire de l'allergie. On ne va plus identifier les IgE spécifiques d'un pollen de bouleau, par exemple. On va tenter d'identifier les constituants protéidiques du pollen de bouleau, qui vont nous donner des informations sur les croisements possibles et sur le risque clinique aussi. Exemple, si un patient est sensibilisé à ce qu'on appelle une PR10 d'un allergène alimentaire, les formes cliniques sont généralement modérées. S'il est sensibilisé à une PR14, qui sont en fait ce qu'on appelle des LTP, donc des protéines de transfert lipidique, ça, ce sont des sensibilisations beaucoup plus dangereuses. Ce sont des allergènes en fait qui sont thermorésistants, qui ne sont pas digérés et donc qui sont capables d'induire des vraies réactions anaphylactiques. Et donc, c'est ce qu'on appelle en fait l'approche, ce qu'on appelle l'allergologie moléculaire, un grand mot parce qu'en fait, c'est simplement des dosages d'IgE spécifiques vis-à-vis d'allergènes recombinants. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'allergènes recombinants à notre disposition. Donc, la dernière partie, c'est existe-t-il des désensibilisations hautes, donc finalement ciblées. Donc, beaucoup d'essais ont été faits depuis, on va dire, 20 ans. Et en gros, tous ces essais sont décevants aujourd'hui. Ok, je passe la parole à Vanessa Constanzo, qui a une question. Écoutez, en fait, je l'aurais posé beaucoup moins intelligemment que le professeur Courant, mais c'était la même question. Voilà, s'il n'y a plus de questions sur Zoom non plus, donc on va vous remercier pour cette exposé.